Hello mes petites goules, j'espère que vous allez bien. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui est la première d'un nouveau format que j'envisage de commencer. Ça fait presque 1 an que je vous conte des creepypastas, et j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau. Il s'agira de vidéos informatives, un peu à la manière d'un documentaire, sur divers sujets, tels que des affaires criminelles étranges, des mystères non résolus, du paranormal, des mythes, des légendes urbaines, des histoires vraies, des témoignages, bref. Ma chaîne étant basée sur l'horreur en général, je voulais compléter la narration de creepypasta, qui sont principalement fictives, par de l'horreur tirée de la vie réelle, qui est tout aussi terrifiante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 des crimes les plus étranges dont j'ai pu entendre parler. À ce jour, le mystère les entourant reste entier, et personne ne connaît leurs circonstances exactes. Si ça vous intrigue, c'est parti! Nous sommes dans une petite ferme isolée, perdue dans la forêt bavaroise, à 70 km au nord de Munich, en Allemagne. Cette ferme abritait 3 générations de la même famille, les Gruber. L'agriculteur Andreas Gruber, 63 ans, son épouse Casilia, 72 ans, ce sont les 2 qu'on voit au centre de la photo. Leur fille veuve Victoria, 35 ans, et ses 2 enfants, Casilia 7 ans et Joseph 2 ans. Bien qu'isolée, la ferme n'était pas non plus coupée du monde, car la ville la plus proche, Kefek, se trouvait à 1 kilomètre de là. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'appelait Hinterkaifeck, qui veut littéralement dire « derrière Kefek ». Le 31 mars 1922, la famille Gruber au complet, ainsi que leurs femmes de chambre, ont été sauvagement assassinées. Il y a eu plusieurs incidents étranges avant le massacre. On va donc revenir un peu en arrière pour avoir tous les éléments de cette histoire. 6 mois avant les meurtres, en septembre 1921, l'ancienne femme de chambre des Gruber avait quitté la ferme, déclarant qu'elle était hantée et qu'elle ne voulait plus jamais y mettre les pieds, même en pleine journée. Elle disait avoir entendu des bruits de pas au grenier, des voix inconnues et des sons inexplicables. Les Gruber n'ont pas cru à son histoire, et ils l'ont laissée partir, persuadés qu'elle était folle. En mars 1922, le mois où s'est produit le massacre, Andreas Gruber a raconté à ses voisins avoir trouvé des empreintes de pas dans la neige, qui menaient de la lisière de la forêt les entourant à la ferme. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucune trace de pas repartant de la ferme. La nuit suivante, il a aussi entendu des bruits de pas dans le grenier. Entre ça et les empreintes qu'il avait trouvées la veille, il a pensé que quelqu'un s'était introduit chez eux. Il a fouillé la ferme de fond en comble, sans rien trouver. Le lendemain, il a découvert un journal inhabituel devant l'entrée de la maison. Il n'appartenait à aucun membre de la famille, et lui-même ne l'avait jamais vu auparavant. Un peu plus tard, les clés de la maison ont disparu, et malgré une nouvelle fouille, elles n'ont pas été retrouvées. Ça a commencé à faire beaucoup. Je dois aussi vous parler des rumeurs dont la famille Gruber faisait l'objet, concernant la naissance de Joseph, le fils de Victoria. Je vous disais un peu plus tôt que Victoria était veuve. Son mari, un certain Karl Gabriel, avait été porté disparu durant la guerre en décembre 1914 et était présumé mort. La rumeur insinuait que le petit Joseph était le fruit de la relation incestueuse entre Victoria et son propre père. Ils ont d'ailleurs été condamnés pour cette même raison en mai 1915. Mais le père de Joseph reste malgré tout flou, car Victoria avait un autre amant, Lorenz Schlittenbauer, leur voisin. Ces informations seront importantes pour la suite, vous allez voir. La nouvelle femme de chambre des Gruber, Maria Baumgarter, est arrivée à la ferme le 31 mars 1922. Oui, le jour du massacre. Sa première journée de travail allait malheureusement être aussi la dernière. Le meurtre abominable a été découvert le 4 avril, quand les habitants de Kefek ont commencé à s'inquiéter. Personne n'avait vu les Gruber depuis plusieurs jours, ce qui était inhabituel. La petite Casilia n'était pas non plus allée en classe. Et quand le facteur leur a appris que le courrier de la famille s'accumulait depuis 4 jours dans leur boîte aux lettres, ils ont décidé d'aller à la ferme voir si tout allait bien. Et c'est là qu'ils ont été témoins de l'horrible spectacle. Dans la grange se trouvaient les corps d'Andreas, de sa femme, de sa fille et de sa petite fille, gisant dans une mare de sang et empilés les uns sur les autres. Dans la maison se trouvaient les corps de Maria, la femme de chambre qui venait d'arriver, et celui de Joseph, tous les 2 baignant dans leur sang. Pour une raison obscure, le meurtrier avait pris soin de recouvrir les corps, ceux de la grange avec du foin, celui de la femme de chambre avec un drap,
et celui du petit garçon avec une des jupes de sa mère. La police a été prévenue, et étant donné la gravité de l'affaire, c'est la police de Munich qui s'est chargée de l'enquête. Le 6 avril 1922, le docteur Johann Baptist Müller, médecin de la cour, a effectué l'autopsie des corps dans la grange. Son examen a démontré que toutes les victimes avaient été tuées d'un coup à la tête, avec le même instrument. Une pioche, très probablement. Le corps de Victoria montrait également des traces de strangulation, mais n'était pas la cause du décès. Le meurtrier semblait très bien maîtriser son arme, car les blessures étaient nettes et précises. Chaque coup avait été décisif. Les cadavres ont été décapités par le légiste, et les crânes envoyés à Munich pour examen. L'autopsie complète a révélé que toutes les victimes étaient mortes instantanément, à l'exception de la jeune Casilia, qui a survécu plusieurs heures après l'agression, allongée à côté des cadavres de ses grands-parents et de sa mère. Des touffes de cheveux étaient entremêlées entre ses doigts. C'étaient les siens. Elle s'était apparemment arraché les cheveux, de terreur ou de choc. Les victimes, à l'exception de Victoria et de sa fille, étaient vêtues de leurs vêtements de nuit, ce qui laissait penser que le drame avait eu lieu à l'heure du coucher. L'enquête a révélé plusieurs choses. Le meurtrier aurait attiré, sous un prétexte quelconque, les victimes l'une après l'autre dans la grange, et serait allé ensuite tuer la femme de chambre et Joseph dans leur lit. Il serait aussi resté plusieurs jours dans la ferme après le massacre, car quelqu'un avait nourri tout le bétail et utilisé un des lits, ainsi que la cuisine. Les voisins avaient également vu de la fumée sortir de la cheminée, bien après les événements. La police a d'abord pensé au vol comme mobile des meurtres, mais la découverte d'une importante somme d'argent dans la maison a vite fait tomber cette hypothèse à l'eau. Reste le motif passionnel. Les enquêteurs se sont alors tournés vers Lorenz, voisin des Gruber et amant de Victoria, comme suspect. Il avait peut-être tué son ancienne maîtresse dans un accès de rage, ou pour échapper à la pension alimentaire que Victoria voulait lui réclamer. Mais aucune preuve concrète n'a été trouvée contre lui, et il n'a jamais été officiellement accusé de quoi que ce soit. Une deuxième hypothèse était que le mari de Victoria, Karl Gabriel, serait l'auteur de ces crimes. Son corps n'ayant jamais été retrouvé, certains ont supposé qu'il n'était pas mort, et qu'il serait revenu pour retrouver sa femme. En entendant parler de la relation incestueuse de Victoria avec son père, il aurait tué toute la famille par vengeance. Mais aucune preuve concrète n'a été trouvée pour confirmer cette hypothèse non plus. L'enquête a continué, et plus d'une centaine de suspects potentiels ont été interrogés, sans qu'aucune arrestation ne soit faite. Et un grand nombre de questions restent à ce jour sans réponse. Pourquoi le meurtrier avait passé plusieurs jours à la ferme après avoir assassiné ses victimes? Pourquoi avait-il épargné et nourri les animaux? Est-ce que les bruits de pas que les Gruber entendaient au grenier seraient les siennes? Les villageois pensaient que le tueur ne serait jamais arrêté, pour la simple et bonne raison qu'il n'appartiendrait pas à notre monde. Ils croyaient dur comme fer que le responsable de ces atrocités était un esprit, un être d'un autre monde. Faute de nouvelles découvertes, l'enquête a été officiellement close en 1955, mais de nombreux détectives ont continué à se pencher sur l'affaire malgré tout. En 2007, les étudiants de l'académie de police de Fürstenfeldbruck ont enquêté sur l'affaire avec des techniques modernes d'investigation criminelle. Ils ont conclu qu'il était impossible de le résoudre complètement après tant d'années, en raison du manque de preuves et de la mort des éventuels protagonistes. Ils avaient malgré tout réussi à établir un suspect principal, et avaient de très forts soupçons concernant son identité. Mais il est décédé, et ils ont décidé de la taire, par respect pour ses descendants encore vivants. À ce jour, le massacre d'Interkaifeck reste donc un mystère non résolu. Les événements commencent le 22 novembre 1987, à Chicago, dans l'Illinois, sur la chaîne WGN-TV. C'est arrivé pendant l'émission The 9 O'Clock News. La page sportive a été soudainement, et sans le moindre signe avant-coureur, interrompue par un pirate. Il n'y avait aucun son, juste un bruit en continu pendant quelques secondes, puis une image est brusquement apparue. Je vous laisse regarder l'extrait. Ce que vous venez de voir, c'était quelqu'un déguisé en Max Headroom, un personnage peu connu en Europe, issu d'une série télévisée britannique. À savoir, lui. Je le trouve personnellement aussi creepy que le pirate. Enfin bref. Les techniciens de la chaîne ont réussi à stopper le signal presque immédiatement, en changeant de fréquence. L'interruption aura duré 25 secondes au total. Le présentateur de l'émission, Dan Roan, qui était complètement perplexe, a dit « Oh, if you're wondering what's happened, so am I. » Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas tout. Un peu plus tard dans la soirée, aux alentours de 23h15, c'est au tour d'une deuxième chaîne d'être attaquée, la WTTV.
L'interruption se produit pendant un épisode de Doctor Who. Elle va durer 90 secondes, pendant lesquelles la même vidéo que le premier incident sera diffusée. Sauf que cette fois, les opérateurs seront pris de court et n'auront pas le temps de réagir, laissant la vidéo pirate être diffusée entièrement. Je vous mets un petit extrait. I'll get you a hot drink, miss. Some dry clothes. Because he's a freaking nerd. I think I'm gonna check Swarovski. Je vous mets aussi le lien de la vidéo entière en description, pour les plus curieux d'entre vous. Comme vous avez pu le constater, l'audio est très distordu, et beaucoup de personnes ont eu du mal à comprendre ce qu'il disait. Mais apparemment, il aurait divagué sur plusieurs sujets, sans lien les uns avec les autres. La campagne promotionnelle du vrai Max Headroom pour Coca-Cola, la série Clutch Cargo, Chuck Swirsky, un présentateur télé. Il aurait apparemment affirmé avoir produit un chef-d'œuvre pour tous les nerds du plus grand journal du monde, qui est une référence aux initiales de la WGN, World's Greatest Newspaper, un slogan emprunté au Chicago Tribune, le journal qui possédait la station. La diffusion se termine par cette scène. Ouais, ça se finit comme ça. Ça s'était arrêté aussi brusquement que ça avait commencé, et personne n'avait compris ce qui s'était passé. Les réactions des spectateurs étaient très diverses. Certains ont été choqués par les gestes et les poses explicites du pirate, d'autres étaient en colère, et certains avaient même trouvé ça très drôle. Personnellement, même en ne l'ayant pas vécu directement, j'ai trouvé ça plutôt glauque. Du côté du gouvernement, ça ne rigolait pas du tout. La FCC, l'agence gouvernementale chargée des médias et des télécommunications, ainsi que le FBI, ont lancé une enquête. Mais à ce jour, l'affaire demeure non résolue. Que ce soit la manière dont les pirates ont réussi à parasiter la transmission des chaînes, leur motivation ou leurs identités restent toujours inconnues à l'heure actuelle. Leroy Carter Jr. était un vétéran qui avait servi dans le corps des marines des États-Unis lors de la guerre du Vietnam. À son retour, perdu et sans repère, il a commencé à vivre dans la rue. Le 7 février 1981, un samedi, Carter s'est retrouvé au Golden Gate Park, à San Francisco, à la recherche d'un endroit pour dormir. Il a fini par installer son sac de couchage près du lac Alvord. C'était une très mauvaise idée, car quelques heures plus tard, la police a retrouvé son corps, ou plutôt ce qu'il en restait, toujours dans son sac de couchage. Il était entouré d'une énorme flaque de sang, mais ce n'était que le début de l'horreur qu'il n'allait pas tarder à découvrir. Carter avait été brutalement décapité, et sa tête était introuvable sur la scène du crime. Et malgré les recherches et les fouilles approfondies qu'il y a eu, elle n'a pas été retrouvée. Ils avaient également remarqué que la coupure était nette, experte, mais ce n'est pas le plus étrange. Ce qui en faisait une affaire unique ou sans genre, c'était que le meurtrier avait placé dans le cou sectionné 2 épis de maïs et une aile de poulet. Oui, vous avez bien entendu. À une 50aine de mètres du corps, la police avait également retrouvé des restes mutilés de poulets morts. En raison de la nature rituelle du meurtre, l'affaire a été confiée à l'inspecteur Sandy Gallant. Elle était considérée comme l'experte du département de police en matière d'extrémistes religieux, parce que c'était elle qui avait mené les enquêtes locales, suite au massacre de Jonestown au Guyana. Une histoire vraiment affreuse. L'inspecteur Gallant a noté une connexion entre les restes de poulets mutilés retrouvés sur la scène du crime et la Santeria, une religion originaire de Cuba et dérivée de la religion Yoruba, qui pratiquait justement le sacrifice animal, les volailles étant le sacrifice le plus commun. Elle a donc contacté Charles Wheatley, coroner du comté de Dade, en Floride, et l'un des plus grands experts du pays de cette obscure religion. Ensemble, ils ont formulé une théorie, selon laquelle le meurtre de Carter serait en fait un rituel santérien, impliquant un sacrifice humain. Selon Wheatley, le meurtrier ramènerait la tête coupée sur les lieux du crime, 42 jours plus tard, pour achever ce rituel effroyable. Personne n'a pris au sérieux cette théorie, et les supérieurs de l'inspecteur lui ont même ri au nez. Elle-même était remplie de doutes alors que la date fatidique approchait. Et de ce fait, personne n'a surveillé le lieu du crime le jour J. Comme vous vous en doutez, la tête de Carter a bien été retrouvée sous un buisson, près du lac Alvord, exactement 42 jours plus tard, soit le 22 mars 1981. Le meurtrier n'avait laissé aucune trace, aucun indice, et faute de nouvelles informations, l'affaire a peu à peu été mise de côté, jusqu'à être complètement abandonnée. À ce jour, l'assassinat de Leroy Carter Jr. reste non résolu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce premier test vous a plu. J'attends avec impatience vos retours par commentaire, même si je stresse aussi un petit peu parce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça en face caméra.
Mais c'est un domaine que j'aime beaucoup, qui me passionne autant que les creepypastas, et j'ai encore plein de choses à vous dire dessus, plein d'histoires et d'affaires étranges à vous raconter. Si ça vous intéresse que je continue, ces vidéos sortiront a priori un lundi sur 2, en plus des 3 creepypastas par semaine. Je vous retrouve donc mercredi pour une nouvelle creepypasta.